Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, en remerciant les honorables députés pour l'intérêt manifesté à ces dossiers, à travers leurs interventions pertinentes, je tiens à dire que l'ampleur des défis du développement de notre pays et l'importance qu'occupent les questions énergétiques pour répondre à ces défis ont motivé ma question orale avec débat et m'ont placé dans l'obligation constitutionnelle d'inviter Monsieur le ministre à venir éclairer la représentation nationale sur les dossiers épineux de l'électricité et de l'électrification du Kasaï. Ces questions sont d'une telle portée stratégique qu'elles interviennent à toutes les étapes du processus de modernisation. Ma question à Monsieur le ministre constitue un appel lancé à l'auguste Assemblée, appel à élever et aiguiser notre conscience patriotique et notre sens de responsabilité face à cet enjeu plus que vital. Pour percevoir la nature et saisir la portée de l'enjeu qui couvre l'électrification du Kasaï, je tiens à faire savoir à l'auguste Assemblée qu'à chacun des passages du président de la République, de ses ministres ou de ses principaux collaborateurs à Kananga et à Mbujimayi et partout ailleurs en province, unanimement, les populations de ces contrées ne demandent qu'une seule chose, à savoir l'électricité. Primordialement, rien que l'électricité, et celle-ci passe justement par la construction du barrage de Katende sur la rivière Louloua. Que de pétitions, de mémorandas et de rapports ont été transmis à tous les régimes et tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de ce pays. Pour toute réponse, et personne ne peut me contredire, que des promesses, que des engagements comme ceux pris ce soir par le ministre. Le ministre l'a d'ailleurs évoqué lui-même dans sa réponse, lorsqu'il dit, je cite, « On parle de ce projet depuis plus de 50 ans et c'est seulement en 2006 que le gouvernement, dans le souci d'alimenter en énergie électrique les populations du Kasaï, avait engagé des études d'aménagement hydroélectrique du Grand Katende. » Fin de citation. Contrairement à l'intention politicienne du ministre d'affirmer une volonté gouvernementale qui n'en est pas une, je tiens à ce niveau de débat à lui faire remarquer que 2006, année d'engagement des dites études, était avant tout une année électorale. Et pour duper les populations du Kasaï, le gouvernement avait besoin d'un somnifère adapté à leurs aspirations pour les flouer. La preuve, c'est que depuis lors, tout n'est resté qu'au niveau des études. Et rien que les études, vous l'avez répété ce soir vous-même. Plus tard, à la veille des élections de 2011, les laboratoires ont réédité l'exploit en annonçant à grand bruit la signature des contrats avec les firmes indiennes, suivie du lancement des travaux par le président de la République. C'était en octobre de la même année, 2011. Remarquons, et c'est curieux, que 2006, année du début des études, et 2011, celle du lancement des travaux, coïncident curieusement, toutes avec les élections présidentielles et législatives, et laisse dévoiler les calculs électoralistes. J'estime pour ma part que s'employer ainsi à tromper continuellement tout un peuple pour l'abandonner aussitôt les élections passées est une manœuvre dangereuse aux conséquences incalculables. Cela ne constitue ni plus ni moins qu'une offense au peuple, j'y reviendrai. Honorable Président, en adressant cette question au ministre, je m'attendais avant toute chose à recevoir de la part du gouvernement des assurances, des réponses précises aux préoccupations spécifiques suivantes. La première,
Quel est le montant total de fonds déjà décaissés effectivement par la partie indienne? Et dans quelle banque ces fonds sont-ils logés? Et à quoi ont-ils servi? Le ministre a été vague et incohérent dans sa réponse. Ma deuxième question, c'était de savoir à quelle échelle le gouvernement a-t-il apporté sa contrepartie? Le ministre n'a rien dit de précis. Si ce ne sont des évocations évasives d'une hypothétique somme de 9 millions de dollars qui aurait été déboursée, somme dont il semble lui-même ignorer et l'origine et la destination, y compris la banque qui l'aurait hébergée. Quel est le niveau réel, et c'était ma troisième préoccupation, d'exécution des travaux 16 mois après leur lancement par le chef de l'État? Là surtout, la réponse du ministre, vous l'avez suivi, trahit l'embarras dans lequel le gouvernement se retrouve aujourd'hui face à un dossier qui ne lui demande qu'un minimum de bonne volonté, car contrairement à ce qu'on prétend, les moyens, il y en a dans ce pays. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, en suivant les réponses de Monsieur le ministre, vous vous êtes sans doute rendu compte, comme moi, que ces réponses, pour le moins imprécises, n'ont nullement touché le fond des aspects et préoccupations que je venais de détailler. Bien plus, elles laissent planer et même persister le doute quant à la volonté réelle du gouvernement de tenir sa promesse électorale faite avec faste et grand bruit. Je m'en vais de le démontrer point par point. En premier lieu, concernant la libération des fonds pour lesquels les deux parties s'étaient engagées, le ministre indique que sans le prouver, que sur 168 millions de dollars d'engagement de la partie indienne, 50,4 millions de dollars auraient été décaissés en mai 2011, soit 30%. Par contre, s'agissant de la quote-part du gouvernement congolais, d'après le ministre, seuls 9 millions seraient décaissés sur 112 millions attendus. Comme le ministre lui-même a eu la pudeur de les évaluer en pourcentage, je voudrais l'aider en précisant qu'il ne s'agit là que de 8% seulement, 2 ans après la signature des contrats. 9 millions seulement en 2 ans pour un gouvernement, c'est insignifiant et davantage modique. Cela traduit, à mon sens, la mauvaise foi. En second lieu, s'agissant du niveau réel d'avancement des travaux sur terrain, depuis la pose de la première pierre, c'est-à-dire le énième lancement des travaux, le ministre qui est resté trop superficiel, et vous l'avez suivi, a présenté un chronogramme d'exécution qui ne peut ni convaincre ni rassurer. Permettez-moi de décortiquer avec vous les étapes imaginaires que le ministre considère comme des travaux entrepris. 1. Étude technique de la centrale terminée. Honorable député, le ministre semble ignorer qu'en matière de construction, les études ne font pas partie des travaux. Les études précèdent les travaux. Elles sont donc préalables aux travaux. En plus, le ministre a oublié qu'il nous a dit que ces études datent de 2006, qu'elles ont précédé la signature des contrats en 2011. 2. Obtention du titre de propriété avec certificat d'enregistrement. Ce sont des travaux, à votre avis. Il ne s'agit ici que d'une démarche administrative qui ne peut pas du tout figurer parmi les travaux physiques attendus dans un chronogramme 16 mois après. Je ne pense même pas que le ministre des Affaires foncières puisse faire obstruction à une telle démarche. 3. Matériaux de construction, des engins de génie civil, outillage d'atelier et autres en cours d'acheminement depuis le 20 mars 2013 de Lubumbashi vers Kananga. Le 20 mars 2013, bientôt ce sera le mois de mai. Sincèrement, le ministre est appelé à comprendre et surtout
a cessé de considérer les matériels et matériaux, tout comme leur achèvement du reste hypothétique, comme étant des travaux proprement dits. Bien plus, dans la fiche technique, cette opération était prévue longtemps avant le 20 mars. Les affirmations du ministre ne rassurent personne. 4. Ouverture des routes Tchimboulou vers Kalanga et Katende. Le ministre prétend que l'ouverture de ces routes serait en cours de démarrage. En cours. Physiquement, je ne sais pas comment représenter cela. En réalité, je voudrais informer l'Auguste Assemblée que sur terrain, rien n'est fait. Rien ne s'est fait et rien n'est perceptible. Ces routes dont l'ouverture serait en cours de démarrage ne sont que des affabulations. Le ministre devrait prendre toute la mesure de sa responsabilité d'homme d'État pour dire la vérité, toute la vérité aux représentants du peuple que nous sommes, en se mettant à l'esprit qu'on ne doit ni tromper le peuple ni s'en moquer. Il y a peu, monsieur le ministre, pour avoir menti le peuple français, un ministre a été contraint de quitter le gouvernement et a même été exclu de son parti. Je ne le souhaite pas pour vous, rassurez-vous. Et je ne le souhaite pas pour le ministre, tout simplement parce que je suis convaincu, et tout le monde le sait, que par allégeance à sa famille politique, il est malgré lui obligé d'endosser, de défendre et de couvrir le côté nocif et pervers de l'action du gouvernement à l'endroit du peuple kassaïen. Il a accepté de porter le poids d'une démagogie électoraliste. S'il vous plaît, collègues, à l'endroit du peuple kassaïen, il faut éviter les discours pareils à l'Assemblée nationale. Et vous-même, vous avez été gouverneur au Kassai occidental, vous savez ce que c'est la responsabilité et un discours pour l'unité nationale. Il est inacceptable qu'un député puisse tenir un discours pareil en plénière. Argumenter, vous le faites bien, mais cessez d'injecter un discours de division. Parce que le problème d'électricité, de déficit d'électricité, ce n'est pas seulement au Kassai, ça peut être ailleurs. Alors il ne faut pas stigmatiser un peuple vis-à-vis du gouvernement. Ce n'est pas responsable. Mais ici, nous parlons de deux Kassai, président. Et nous ne parlons pas de tout le Congo, nous parlons de deux Kassai.